La famille, j'espère que vous allez bien, que la santé va bien, que les activités vont bien. C'est devenu addictif de vous retrouver et je vais profiter de ce petit passage, de ces petits moments pour qu'on partage sur une réflexion qui me paraît fondamentale, très importante en termes d'éducation des masses, la problématique d'une partie de l'intelligentsia africaine face à la résistance anticolonialiste. Et vous allez comprendre pourquoi j'arrive à cette situation-là. Je vous laisse d'abord vous connecter. Et quand vous serez connecté, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que... Enfin longtemps, ça fait quelques jours, pas tant que ça en réalité. Mais vous me manquez, vous me manquiez. Et donc je vais vous laisser un petit peu vous connecter et puis on va pouvoir plus que jamais commencer. Connectez-vous. J'espère que tout va bien de votre côté, toujours dans les rues de Cotonou. D'accord, là je suis dans un espace, je ne veux pas dire exactement l'endroit où je suis, sinon beaucoup de gens vont affluer, mais je suis dans un endroit très calme de Cotonou, très intéressant, que ceux qui doivent reconnaître, reconnaîtront. Je suis content de vous voir moi aussi. J'espère que vous allez bien. Attention, on est sur la route, s'il y a le ZEM qui passe. Vous êtes connectés? On va y aller. Alors, la réflexion d'aujourd'hui s'appuie, et je vais partir vraiment d'une anecdote ponctuelle, d'une anecdote précise, pour rejaillir et refluer sur une thématique beaucoup plus générale. Parce que tout ce qui est anecdotique de manière générale n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, sauf si on réussit à en tirer une substance qui nous permet de réfléchir de manière beaucoup plus globale. Et la réflexion que je vais tirer va s'appuyer sur l'opposition systématique que la résistance panafricaniste qui est la nôtre a. Ah, il y a moins de lumière ici, donc on va partir comme ça. Que la résistance rencontre depuis un certain nombre d'années, non pas uniquement face aux colons, ça à la limite c'est quelque chose de compréhensible, mais elle rencontre une véritable obstruction, une véritable hostilité émanant d'une pseudo-intelligentsia, c'est important de le dire. Je dis pseudo parce qu'ils se qualifient comme tels ou les médias de la France-Afrique les qualifient comme tels, mais ils n'ont strictement pas les armes pour cela, parce que comme le disait Gramsci, l'intellectuel c'est aussi celui qui est capable de mettre son intelligence au service de la transformation réelle et sociale des masses. Et c'est la logique dans laquelle, plus que jamais, nous nous situons. Tout ça est parti d'une anecdote. Alors l'anecdote, c'est... vous avez tous suivi le texte que j'ai fait il y a quelques jours où je parlais du fait que nos parents, nos géniteurs, papa et maman, père et mère, d'accord, ceux qui nous ont mis au monde, nous avaient, lorsque nous étions petits, c'est une expérience qui est partagée par beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions petits, nous disaient que lorsqu'on était confronté à des comportements de colons ou de personnes qui profitaient de ce système colonial, là, d'accord, il fallait qu'on réponde par le mépris, qu'on réponde par la hauteur et qu'on ne réponde pas par la bestialité à la bestialité qui nous était exposée. On a tous, en tout cas on est très nombreux à avoir vécu ce genre d'expérience. Et ça crée une schizophrénie en nous parce que nous on est une génération qui est très du tac au tac. Et donc quand nos parents nous disaient ça au départ, parfois ça créait des conflits de génération. Et puis après, avec l'expérience, on comprenait la sagesse qui était la leur. C'est de se dire qu'il y a des gens qui ont des comportements dignes de la plus pure bestialité et qu'il fallait que nous, on soit en harmonie avec une logique d'élévation et pas une démarche visant quelque part à rentrer dans leur incivilité et leur bêtise. Et c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre avec le temps, même si nous, je le dis et je le répète, on est d'une génération qui est beaucoup moins sage que nos parents, père et mère. Ce texte-là a été compris par beaucoup de gens et je vais passer rapidement parce que ce n'est pas ça le plus important, c'est la réflexion qui est derrière. Certains manipulateurs de la pseudo-intelligentsia ont essayé de détourner ce texte en faisant croire que je disais que, en gros, que les ancêtres, donc on est passé de papa et maman aux ancêtres qui n'auraient pas résisté à l'esclavage, au colonialisme, ce qui est quand même la plus pure imposture de déformer le propos de ce style quand on sait à quel point nous honorons nos ancêtres au quotidien dans notre combat en risquant nos vies, pendant que cette pseudo-intelligentsia collabore avec les colons plus que jamais qui ont pillé nos terres depuis des siècles. Et parmi eux, il y a un certain, son nom je ne le connais même pas, j'ai découvert son existence lorsqu'il s'est
il s'est porté volontaire pour essayer de déformer nos propos et nous attaquer. Un certain Armand, Sébastien, je ne sais trop quoi, Gouze, ça va bien? Gouze, je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe. Et qui, donc, est parti raconter qu'on attaquait les ancêtres, etc. Tout ça est anecdotique, c'est pas ça le plus important. Il a très bien compris en réalité qu'on ne parlait pas de ça. Et c'était un prétexte pour lui pour essayer de crier sa frustration. Parce qu'il fait partie de ces gens qui se prétendent intelligentsia, mais qui ne sont audibles de personne, qui n'ont pas d'audience, et qui sont très frustrés de notre montée en puissance, de notre influence, qu'on soit suivi par... ça va mon frère? Qu'on soit suivi par des millions de gens, etc. Ça les frustre. Son cas n'est pas, en soi, pour moi, la chose la plus grave. C'est important que je le dise. C'est pas lui le problème en tant que tel, mais c'est l'intelligentsia de manière globale sur laquelle je souhaite m'interroger. Parce qu'il vient à la suite d'autres personnes, des Felwine Sarr, même des Kakonou Boubko. Moi, je le ressuscite, parce qu'il était un petit peu éteint ces derniers temps, depuis qu'il a rejoint la commission qui est en train d'éteindre et de poser problème au Mali et à la résistance africaine de manière générale. Et beaucoup d'autres. Il y a des gens qui auraient dû faire partie de ces aînés qui auraient dû soutenir le combat panafricaniste que nous menons. Mais paradoxalement, à chaque fois qu'on attaque, systématiquement lorsqu'on attaque le système colonial, eh bien on voit sortir du bois des personnes qui étaient érigées par les médias de la France-Afrique, et vous allez comprendre que ce n'est pas un paradoxe, et nous attaquer de manière souvent calomnieuse, de manière souvent malhonnête. Et c'est quelque chose qui me questionne. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation, elle est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quand on se bat contre l'extérieur, mais qu'on a à l'intérieur des gens qui, par soit jalousie, soit par frustration de ne pas toucher la masse, sont prêts à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui sacrifient leur vie, qui touchent la masse et qui luttent de manière visiblement suffisamment efficace pour qu'on dise que jamais le sentiment anti-colonialiste n'a été autant présent au XXIe siècle en Afrique francophone, eh bien ceux qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, ce sont les agents d'influence de ces derniers. Et ça vient aussi du fait, c'est important qu'on puisse l'énoncer, très important ce que je vais dire, que pendant de trop nombreuses années, avant l'émergence des réseaux sociaux, étaient présentés comme élite, comme intelligentsia ou comme intellectuels, les gens qui recevaient ce titre des médias de la France-Afrique. C'est-à-dire que le système colonial trouvait certains Africains que ce système estimait être brillant, qui bien souvent étaient inaudibles de la masse africaine, qui bien souvent eux-mêmes méprisaient la masse africaine, très important ce que je dis, puisqu'ils estimaient que s'ils n'étaient pas éduqués, s'ils ne parlaient pas bien comment dirais-je, les langues françaises, anglaises ou peu importe, hein, étaient des arriérés, etc., etc. Et on a érigé ces gens-là en modèle, comme l'autre Achille Bembe, qui se présente comme l'héritier de Frantz Fanon. Fanon a fait le maquis en Algérie. Lui, ce dernier, à part le maquis qu'il peut avoir en mangeant sa brochette, son poulet braisé, je ne sais pas quel maquis il peut avoir. Ce qui est certain, c'est que peut-être il est dans le cousinage du maquis sale que nous connaissons, ou le compagnonnage avec Emmanuel Macron, son nouveau collègue et son nouvel ami. Mais quand je dis ça, c'est parce que ces derniers qui étaient érigés pendant des années, pendant trop longtemps, comme des leaders d'opinion, ont très mal vécu l'émergence des réseaux sociaux. Parce que l'émergence des réseaux sociaux a créé la démocratisation de l'accès à la parole. On est passé d'une étape et d'un stade où, auparavant, seuls ceux qui étaient nommés par le système colonial pour parler au nom des Africains pouvaient le faire, alors qu'aujourd'hui, maintenant que les Africains ont accès à la parole, ils ont la possibilité de parler directement et de choisir directement quel contenu et quelle personne ils veulent écouter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on arrive à une situation où on doit aussi se questionner plus globalement sur ce que l'on appelle la confrontation entre l'élitisme et entre guillemets le populisme. Parce que c'est comme ça qu'on est taxé aujourd'hui par cette intelligentsia en perte de vitesse et en perte d'audience, en perte d'influence. Est qualifié aujourd'hui de populistes ceux qui ont la capacité de toucher la masse. Parce qu'ils estiment en fait que la politique, ça doit être l'affaire d'un petit groupe de gens. Parce qu'ils estiment que la politique, ça doit être l'affaire d'une minorité de personnes. Parce qu'ils estiment que la politique, le bas peuple, ne doit pas être considéré, ne doit pas être écouté, ne doit pas être consulté en tant que tel.
Ça doit être une affaire de technocrate, d'une petite intelligentsia en tant que telle. Et donc, quand ils voient une autre génération réussir à toucher un nombre de gens très important sur le terrain dans le cadre de nos mobilisations ou sur les réseaux sociaux, c'est comme si la matrice est en train de bugger parce qu'ils sont en train d'assister à la mutation d'une pratique politique. La pratique politique de Babylone qu'ils nous ont envoyée, qu'ils nous ont présentée, où il y avait l'intelligentsia d'un côté, il y avait l'appareil dans son acception démocratique, sauce occidentale de l'autre, etc., c'est terminé. Ça va mon frère? Ça va? Ça va bien? J'arrive, d'accord? Merci beaucoup papa. Et cette pratique a changé. Une nouvelle génération est en train d'oser inventer l'avenir, comme le disait Thomas Sankara, et effectue la politique de manière différente, dans une logique de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on s'adresse directement au peuple. Et c'est le peuple lui-même qui choisit qui est-ce qu'il veut écouter, qui est-ce qu'il veut entendre. Il n'y a pas l'hypocrisie et l'escroquerie où on vous fait croire que vous avez le droit de vote, etc. Alors qu'en réalité, ce sont les lobbies et les réseaux qui définissent, les lobbies financiers qui définissent qui est-ce qui peut s'exprimer au nom du peuple. On a vu ces dernières années en Côte d'Ivoire où on nous parle d'élections démocratiques. On l'a vu au Bénin où si vous n'êtes pas millionnaire, vous ne pouvez pas vous présenter. Vous comprenez quand même que la problématique change. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux, il y a la libération, l'accès réel de la masse, du prolétariat à la parole. Et cette problématique que je soulève pour la question africaine, c'est une problématique qui peut se retrouver aussi pour les populations d'autres continents de manière générale. Aujourd'hui, dès qu'on taxe quelqu'un, le système taxe quelqu'un de populiste, c'est que bien souvent cette personne parle et touche le cœur du bas peuple et se préoccupe des problématiques du bas peuple. Parce que évidemment, quand on est dans un système qui est complètement oligarchique, où un petit groupe décide pour la majorité et la majorité n'a pas son mot à dire, on n'est pas dans une réelle démocratie. Et donc, ce message, je l'adresse de manière globale à l'intelligentsia, ou la prétendue intelligentsia africaine. Ceux qui vivent de la coopération franco-africaine. Ceux qui vivent de cette France-Afrique-là. Je veux que vous sachiez que malgré votre trahison, on vous aime. Mais on vous aime tellement qu'on ne vous laissera aucun répit. Écoutez bien ce que je dis. Aucun répit. Si vous êtes prêts à tout pour maintenir une pieuvre qui a assassiné nos pères, qui a assassiné nos mères, qui a persécuté notre peuple, qui nous prive de nos ressources, de nos matières premières. Et quand je dis ce système, je parle de l'oligarchie française et de l'oligarchie africaine. Parce que le problème, ce n'est pas le blanc l'ennemi et le noir le gentil. Non, non, non. Le problème, il est de part et d'autre, plus que jamais. Je le redis, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc on a ce devoir de prendre nos responsabilités et de dire à cette élite qui, à mon sens, c'est important, qui, à mon sens, a décidé de choisir le privilège, l'instantanéité en tant que telle, d'accord, du confort, plutôt que l'effort dans la souffrance et la difficulté pour arriver à une souveraineté qui sera par nous seuls quelque part gérée, qui ne sera donc pas bradée. Je pense que c'est important que cette intelligentsia se questionne sur son comportement, sur sa trahison, et qu'elle comprenne que lutter contre nous n'est pas la solution. C'est pas la solution. Parce que de 1, vous n'avez pas notre poids, de 2, vous n'avez pas notre influence, de 3, même en débat, vous ne tenez pas quelques secondes. Nous sommes trop loin pour vous. Si vous voulez manger, vous voulez prendre vos petites miettes, vos petites pièces, prenez-les. Mais ayez la décence de ne pas chercher à calomnier ou à salir le combat noble que nous menons au péril de nos vies. Parce que nous, on risque nos vies. Nous, on va en prison. Nous, on a interdit de rentrer dans certains pays par les pontes de la France-Afrique. Réfléchissez sur tout ça. Je vous aime en crever. Mon peuple en priorité, je ne veux jamais le cacher, mais aussi les prolétaires du monde entier. Un gros big up aux Gilets jaunes qui souffrent en silence, mais qui sont dotés de beaucoup de sapience, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Un gros big up à tous les résistants au Moyen-Orient qui luttent contre le colonialisme de l'élite apatride financière. Un gros big up à l'Amérique du Sud, à tous ceux qui luttent contre l'injustice et contre l'impérialisme. Je vous aime tous. Mon peuple en priorité, je vous aime en crever.
Mais tous les autres qui résistent à l'iniquité, je vous aime aussi intensément. Je vous aime fort. Réfléchissons. Les élites endogènes qui ont décidé de défendre les intérêts de l'Occident, vous avez vos responsabilités. Vous êtes nos frères, vous êtes nos semblables, donc on vous aime. Mais on vous combattra, vous aussi, au péril de nos vies. Tant que vous poserez, vous positionnerez, vous positionnerez en obstacle de notre quête de souveraineté. Force à vous, je vous aime, plus que jamais déterminé, plus que jamais inarrêtable. En Guadeloupe bientôt, prochainement, là on va faire avancer un voyage dans la sous-région. On ne va pas trop l'annoncer puisqu'on sait que nos faits et gestes sont surveillés intensément par les services de renseignement. Mais restez connectés. A plus tard la famille, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre.